Ah oui, mais bon, si on y ajoute le coup du Beaujolais, alors on s'en sort plus, hein, Régis, hein. Je crois qu'on va commencer, mais très certainement, il y a d'autres amis qui vont venir nous rejoindre, puisqu'on avait entre 50 et 60 inscrits, volontairement inscrits, hein. Mais bon, les problèmes de circulation autour de notre agglomération sont ce qu'ils sont, malheureusement, hein. Mais bon, on éprouve quelques difficultés à venir tout de suite sur 6h30, 7h. Je crois que, bon, cette soirée qui a été organisée par une des commissions des comités olympiques, hein, qui est la commission sport-santé, me paraît tout à fait justifiée au nombre de personnes qui sont ici présentes, mais aussi par rapport au questionnement qu'on peut entendre, hein, lorsque l'on se déplace dans des manifestations sportives, dans des réunions, dans des assemblées générales ou autres. Et lorsque nous avons sollicité Régis Juanico et le docteur Hupin, ils ont été tout à fait d'accord, pour ne pas dire enthousiastes, à nous donner un peu de leur temps pour éclairer cette évolution, hein, dans le sport santé, en particulier bon, sur ce qu'on appelle le sport sur ordonnance, et puis je crois que pour la majorité d'entre vous, surtout sur la notion du certificat médical. Donc moi je ne vais pas faire de long discours, je voudrais les remercier tous les deux, hein, d'avoir bien voulu, hein, venir vous exposer l'un sous l'angle, je dirais plus législatif, hein, puisqu'il est débuté, participe efficacement à la commission sport et est le rapporteur, hein, du budget des sports auprès de l'Assemblée nationale. Et le docteur Hupin, qui est notre docteur, on va dire ça comme ça, s'il me le permet, puisque depuis déjà de nombreuses années, il nous accompagne dans toutes les manifestations, hein, caractère sportif où le corps médical doit être présent. Donc merci à vous deux de débattre et d'animer cette soirée. Bien évidemment, vous dans la salle, j'espère que vous participerez aussi, parce qu'à un moment donné, il faudra bien que vous posiez les bonnes questions, comme on dit, hein, bon, et que l'un et l'autre puissent vous apporter, je pense, des réponses qui vous satisfont. Je voudrais remercier, je ne sais pas si elle est encore arrivée, mais les services de l'ARS, hein, je ne sais pas si elle est arrivée. Merci madame de participer à nos travaux, parce que je tenais beaucoup à ce qu'on vous invite à cette soirée. Vous êtes un de nos partenaires, hein, ô combien important, hein, dans la plateforme qu'on a mis en place, que vous connaissez très bien, et qui se développe depuis 2 ans. Merci d'être parmi nous, et peut-être d'intervenir à un moment donné, hein, sur les sujets qui vont être débattus. Et puis vous me permettrez d'avoir une petite pensée et d'excuser son absence à celle qui mène au niveau du comité olympique cette commission sport-santé, parce que malheureusement sa santé a été un peu défaillante ces jours-ci, et elle n'était pas en état d'être présente avec nous ce soir. Donc on a une pensée pour elle, hein, en ce moment. Bien, donc je crois qu'on va lancer le débat, et pour lancer le débat, qui plus que Régis Juanico, qui est à l'origine, évidemment, avec ses amis, hein, élus, bien sûr, hein, de ces modifications, de ces textes de loi, pour lancer le débat. Régis, tu attaques par le sujet qu'il te plaît. Je vais peut-être me contenter d'introduire brièvement le débat. Ça ne vous dérange pas si je reste assis ? Non. Je vais ménager mon genou parce que j'en ai besoin pour dimanche matin et pour le parcours de 31 km de trail urbain à travers Saint-Étienne. Pardonne-moi, une petite boutade, parce que bon, on peut faire ça dans l'humour. Hein, on a des députés qui sont de véritables sportifs, mais des vrais sportifs. Hein, et Régis en fait partie, puisque dans toutes les grandes manifestations
caractère athlétique, hein, puisque c'est sa discipline d'origine, il y participe. Alors je ne sais pas jusqu'où il va pouvoir aller, mais enfin... Finisher. Oui et non, c'était une petite boutade pour commencer, d'autant plus que moi je suis lanceur. Je suis athlète et je suis lanceur de poids, de disques et de marteau. Donc si vous voulez, je pense que je suis un des seuls lanceurs au monde à ne s'entraîner qu'avec de la course à pied. Mais voilà, c'est comme ça que je m'entraîne. Bon, d'abord moi je voulais remercier Jacques Éloi et toute son équipe de nous accueillir, l'ARS bien évidemment qui est présente, ainsi que tous les responsables associatifs, des clubs sportifs, les représentants des clubs sportifs présents ce soir, David Dupin aussi, hein, qui va apporter un éclairage, je pense, tout à fait très intéressant, puisque nous sommes dans un département où le sujet du sport santé bien-être n'est pas simplement un sujet d'avenir, puisque moi je pense que c'est un sujet d'avenir pour le pays. Vous avez déjà commencé à y travailler, vous avez déjà des réseaux d'acteurs de terrain qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, et quelque part vous avez aussi un temps d'avance, et c'est là où l'échange ce soir peut être très intéressant entre nous. Je voudrais simplement aborder très brièvement effectivement les aspects législatifs qui vous concernent très directement sur cette question du sport santé bien-être. Et je vais partir tout simplement de la loi santé, hein, qui a été votée et promulguée définitivement le 26 janvier dernier. Dans cette loi santé, avec un certain nombre de mes collègues députés, je vais les citer, hein, il y a Valérie Fournéron, qui est l'ancienne ministre des Sports, députée de Seine-Maritime, Brigitte Bourguignon, qui est députée du Nord, et Pascal de Guilhem, qui est député de Dordogne, qui est un ancien professeur d'éducation physique et sportive, avec qui je viens d'écrire et de remettre un rapport sur le sport et l'école. On pourra faire un débat bientôt à ce sujet, puisqu'il y a aussi là pas mal de propositions dont certaines viennent d'être mises en œuvre, qu'on a votées dans le projet de loi de finances. J'en dirai juste un tout petit mot en conclusion tout à l'heure, parce qu'elle vous concerne très directement, notamment par rapport aux ressources financières du CNDS, et qu'elle vous concerne très directement parce que c'est des mesures qui vont permettre de développer le sport pour tous et les ressources financières pour le sport amateur. C'est pas souvent le cas, hein, dans notre pays, donc c'est des mesures importantes. Mais sur la loi santé, nous avons souhaité effectivement agir et faire voter un certain nombre d'amendements. Dans cette loi santé, il y a 4 mesures où on aborde le sport santé bien-être. La première, elle est très importante, elle est fondamentale, puisque c'était la première fois que dans un texte législatif sur la santé publique, c'est l'article 1, eh bien on reconnaissait les bienfaits de l'activité physique et sportive, justement pour la santé publique, au même titre que, par exemple, une bonne alimentation. Et donc, dans cet article 1 de la loi santé, aujourd'hui, il y a une reconnaissance des bienfaits de l'activité physique et sportive. Je m'arrête là sur l'article 1. Et puis, il y avait 3 autres mesures que nous avons fait adopter dans cette loi. 2 mesures de simplification et une mesure qui est une mesure sur laquelle on va aussi revenir ce soir, qui est très importante, qui concerne la prescription sur ordonnance par les médecins d'une activité physique adaptée en direction des patients atteints d'une infection de longue durée. Et donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Les 2 mesures de simplification, elles concernaient effectivement le certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, que vous connaissez très bien en tant qu'acteur de terrain. La première mesure, elle est à l'article 219 et elle concerne le sport scolaire. Cette mesure, elle est entrée en application immédiatement, ce qu'on appelle une entrée en vigueur immédiate. Donc la loi a été promulguée le 26 janvier. Dès le 26 janvier, on avait derrière un décret qui modifiait le code de l'éducation et qui permettait d'appliquer les nouvelles règles, parce que tout simplement on était dans une situation un peu paradoxale, baroque, qui fait que quand vous êtes jeune collégien ou jeune lycéen, vous êtes présumé apte à l'éducation physique et sportive obligatoire, donc dans vos cours de PS, sauf si vous avez un certificat de non-contre-indication sur un certain nombre limité, partiel ou pas, ou total. Mais il fallait que quand vous étiez à l'UNSS, et donc dans le cadre du sport scolaire, ce qu'on appelle les activités physiques et sportives volontaires,
il fallait un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. Donc il y avait 2 poids, 2 mesures, et c'était pas du tout logique, y compris du point de vue, je dirais, tout simplement des règles de santé publique. Donc on a voulu mettre fin à ça. Donc l'article 219 qui est entré en application fin janvier dernier dit tout simplement que pour prendre sa licence aujourd'hui dans le sport scolaire, l'UNSS, l'UXEL, etc., l'USEP, aujourd'hui vous n'avez plus l'obligation de passer chez un médecin et d'avoir un certificat de contre-indication. Vous êtes présumé apte à l'activité physique et sportive dans ce cadre-là. Alors je cite cette mesure en premier parce que comme elle a été mise en application fin janvier, on commence à en voir les résultats. Donc, il y a une dizaine de jours, j'ai appelé mon ami Éric Frécon, que vous connaissez peut-être, en tout cas qui est un Ligérien, qui est le directeur technique national adjoint de l'UNSS. Et je lui ai dit, voilà, on nous a donné des chiffres très récemment à l'Assemblée nationale, dans le cadre de nos auditions pour le budget, qui tendent à montrer qu'il y a eu une augmentation assez significative du nombre de licences prises à la rentrée 2016 pour l'UNSS. Il m'a dit, oui, je te le confirme, on est à plus 15%. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que c'est entièrement la conséquence de l'application du fait qu'on n'a plus l'obligation de ce certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. Mais, et l'UNSS, les équipes de l'UNSS, même si elles vont attendre la fin de l'année pour que ce chiffre soit confirmé, parce qu'il faut qu'il soit confirmé dans la durée, vous savez, une année scolaire, par définition, c'est 10 mois, si on va attendre la fin de l'année pour le confirmer, il y a eu un effet quand même fort, même s'il peut y avoir aussi un petit effet Jeux Olympiques aussi, qui peut jouer à l'UNSS dans certaines disciplines, mais en tout cas l'effet certificat médical, il est incontestable. Incontestable. Donc c'était exactement ce qu'on voulait, une simplification administrative, notamment pour les familles, qui n'est pas simplement une simplification administrative, qui est aussi le fait que, vous le savez, le certificat médical, donc contre-indication à la pratique sportive, n'est pas considéré comme un acte de médecine remboursé. Alors parfois, les médecins arrivent un petit peu à biaiser, et donc du coup, c'est une consultation de médecins généralistes, traditionnelle, qui avait pour conséquence de doubler le prix de la licence UNSS. En gros, de passer de 10 à 20 euros, quoi. En gros, pour les familles. Alors, quand vous avez plusieurs enfants concernés, qui se suivent par exemple, il y en a un en 6e, un en 3e, etc., peut-être un qui était au lycée, vous multipliez par le nombre d'enfants, je suis persuadé qu'il y avait quand même un obstacle financier, en dehors du fait aussi que c'est une corvée pour les familles de se rendre toutes les rentrées scolaires aussi chez le médecin pour ce certificat qui était imposé. Donc voilà, ça reste à confirmer, mais en tout cas c'est un bon signal. La deuxième mesure de simplification, c'est l'article 220 de la loi santé. C'est la même mesure, mais appliquée là à l'ensemble du mouvement sportif. Des fédérations, des comités, ligues, clubs, plus particulièrement les clubs, puisque c'est eux qui ont en charge le renouvellement des licences. Là aussi, on connaît le rituel. À chaque rentrée, on va courir après les licenciés, qui sont souvent en retard. Ça commence souvent avant l'été, ça se finit rarement avant fin octobre, début novembre dans certains clubs. Moi je reprends ma licence souvent très très tard parce que je repousse toujours le moment où je vais voir mon médecin pour le certificat. Puis cette année je voulais attendre quand même que le décret soit en vigueur et que bon, finalement il a été modifié, mais qu'il a été en vigueur un petit peu pendant une petite période au mois de septembre et puis on l'a remodifié depuis. Donc, le principe, là aussi, il y a 2 décrets qui sont sortis. Le premier, le 26 août dernier. Alors, sur lequel, nous, on a gueulé les parlementaires, et je pense aussi le mouvement sportif, il y a eu des remontées. Parce que, bien évidemment, nous, on leur avait dit, soit vous faites le décret d'application. Hein. À chaque fois que vous avez une loi et un article qui est voté, il faut derrière un décret d'application. La loi, elle est votée par les parlementaires, les députés et les sénateurs, mais derrière, c'est l'administration qui met en musique l'esprit de la loi, ce que nous avons voté dans la loi. Et nous, notre rôle, c'est de surveiller ce que fait l'administration, mais parfois l'administration n'en fait qu'à sa tête. Bon.
C'est comme ça. Et donc, pendant les vacances d'été, pendant que certains d'entre nous étaient notamment à Rio pour les Jeux Olympiques, eh bien, l'administration a précipité la parution des décrets et a souhaité que son entrée en vigueur soit le 1er septembre. Bon, ce qui n'était pas du tout adapté, parce que le 1er septembre, quand on a informé les clubs que désormais la nouvelle règle était applicable, qu'il n'y avait plus besoin de demander aux licenciés pour le renouvellement de leur licence un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, bien évidemment, ils nous ont dit, mais nous on a déjà commencé à le demander depuis de nombreux mois, donc c'est pas cette année qu'on va pouvoir l'appliquer complètement. Donc, on est revenu vers l'administration et vers les ministres concernés, et on a demandé un décret complémentaire qui est paru le 12 octobre, et là qui est définitif, et qui dit la chose suivante: la mesure entrera en vigueur le 30 juin 2017. Donc là, on a le temps de se préparer. Les clubs ont le temps de se préparer. Je pense notamment aux clubs qui sont affiliés à la Fédération française de football, ou même au basket, je crois, où en fait, si j'ai bien compris, je ne suis pas licencié dans ces fédérations-là, la licence, en fait, elle comprend un coupon que l'on présente au médecin et qu'il tamponne, et qui fait office de certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. Et donc, il va falloir qu'on modifie cela, que la licence, elle soit simplifiée aussi de ce point de vue-là. Donc là, on va laisser quand même du temps, 6-8 mois, à tout le monde de se préparer. Que dit la mesure de simplification? D'abord, avant, vous n'aviez un certificat médical de non-contre-indication que pour un type de pratique sportive. Donc si vous faisiez plusieurs sports dans différents clubs, il vous fallait autant de certificats. Ça, c'est terminé. Maintenant, c'est un certificat qui est demandé de façon unique pour l'ensemble des pratiques sportives. Deuxièmement, le certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, bien évidemment, il demeure nécessaire, notamment lors de la première prise de licence. Ça, là-dessus, on n'a bien évidemment pas été plus loin, c'est normal. Troisièmement, il y a un certain nombre de disciplines sportives, dites à risque particulier, qui ne sont pas concernées par les dispositions de simplification. Pour faire vite, l'alpinisme, la spéléologie, les sports de contact où il peut y avoir, on va dire, des combats où on peut avoir un chaos, donc la boxe anglaise par exemple, le rugby et toutes les familles du rugby, les sports avec un véhicule à moteur, les sports, les aéronefs, tout ce qui concerne ces disciplines-là. Donc toutes ces disciplines-là, à risque particulier, on continue à exiger chaque année un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. C'est décrit dans le décret. Quatrièmement, on a souhaité donc établir une nouvelle règle, là qui est valable à tous les âges. Il n'y a pas de distinction, 45 ans ou pas 45 ans. Au début, il y avait une réflexion là-dessus. Finalement, en discutant avec les médecins et avec le monde scientifique, on est parvenu à une seule règle. Le certificat est valable pour 3 ans. Une fois que vous l'avez pris, imaginons que vous l'avez pris en 2016, 2017, 2018, 2019, vous le renouvelez. Il est valable pendant 3 ans. Pour les licences loisirs, ça c'est pour la compétition. Pour les licences loisirs, on a souhaité, c'est dans le nouveau décret du 12 octobre, une souplesse supplémentaire. On a laissé aux fédérations et aux commissions médicales des fédérations le soin de dire si le délai peut être au-delà de 3 ans. Et si pour une licence loisir, par exemple, on laisse 4, 5 ans, 6 ans, ça sera à chaque fédération de le déterminer pour les licences loisirs uniquement. D'accord? Donc voilà la règle telle qu'elle a été fixée. Qu'est-ce qu'on fait chaque année, bien évidemment, maintenant qu'on ne réclame plus ce certificat médical de non-contre-indication? On va mettre en place, donc d'ici l'été prochain, un auto-questionnaire que l'on veut le plus simple possible. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que cet auto-questionnaire de bilan de santé, qui sont des questions auxquelles vous répondez par oui ou par non, sur des questions de risque cardiovasculaire, etc., il n'est pas encore arrêté. Donc je ne peux pas rentrer dans les détails, et y compris, nous, on a fait des remarques sur ce qu'il fallait faire.
il faut que cet auto-questionnaire, donc là, qui sera rempli chaque année, et si par exemple un licencié répond par oui à l'une des 8 ou 9 questions qui seront posées, on lui demandera du coup d'aller de nouveau chez le médecin, parce qu'il y aura un risque avéré. Cet auto-questionnaire, on le souhaite le plus simple possible. Parce que nous, notre crainte, si on a fait tout cela sur le plan législatif, c'est pour vous faciliter la vie. Faciliter la vie des licenciés. Et parce qu'on pense que c'est aussi un petit frein supplémentaire à la pratique sportive, et donc on voulait débloquer ce frein. Faciliter la vie des bénévoles, parce que c'est une charge de travail très importante sur le plan administratif pour les bénévoles dans les clubs chaque année. Et en même temps, si on remet un auto-questionnaire chaque année et qu'on va demander aux bénévoles d'aller courir après les licenciés pour récupérer l'auto-questionnaire, on peut se retrouver chaque année avec le même problème qu'on avait avec le certificat de non-contre-indication. Donc on a demandé à ce qu'il y ait une réflexion là-dessus, et notamment à ce que l'auto-questionnaire soit le plus dématérialisé possible, si possible qu'il puisse être rempli en ligne, pour qu'il n'y ait pas d'erreur ensuite matérielle et humaine, qu'on ait coché non ou oui, et qu'un bénévole se trompe, derrière c'est sa responsabilité qui est engagée. Donc, on est en train de réfléchir à comment on peut avoir le système le plus simple possible pour les clubs, pour qu'il puisse être géré par les clubs. Alors en particulier, je vais vous citer un exemple de discussion que j'ai eu récemment avec les responsables de la Maïf. C'est que la Maïf fait pas mal de choses pour le sport, et en particulier pour les clubs. Ils ont mis au point des applications qui aident, qui simplifient la gestion administrative des clubs sportifs en particulier. Et moi, j'aurais demandé de réfléchir à comment ils pourraient mettre aussi à disposition des clubs un formulaire le plus simple possible sur cette question de l'auto-questionnaire de santé qui devra être rempli chaque année. Voilà pour la deuxième mesure de simplification. Et puis je termine très rapidement, parce que j'ai déjà été un peu trop long, sur la dernière mesure, qui est sans doute la plus importante pour la suite, pour l'avenir. 9 à 10 millions de patients atteints d'une affection de longue durée, maladie cardiovasculaire, diabète de type 2, cancer, etc. etc. C'est un champ nouveau qui va permettre aujourd'hui, effectivement, que le sport santé bien-être se diffuse encore plus, que les quelques expériences qui ont été menées jusqu'à maintenant par les acteurs de terrain, notamment dans les réseaux sport, santé, bien-être régionaux. Et donc, ça va être une mini-révolution. Je pense que, bon, une fois qu'on aura pu expérimenter et élargir le sport santé bien-être, notamment en direction des patients atteints d'affections de longue durée, on va pouvoir derrière montrer que c'est aussi bénéfique pour l'ensemble de la population et aller chercher les publics qui sont très éloignés de la pratique sportive, hein, personnes âgées, personnes en difficulté sur le plan social, etc. Et donc, il y a vraiment une question d'exemplarité très forte. Le décret n'est pas encore paru. Il est encore en discussion. C'est les dernières discussions qui ont lieu actuellement, notamment à la Direction Générale de la Santé. Nous les avons rencontrés, les 4 députés qui ont voté cet amendement, qui est à force de loi, parce que nous étions assez inquiets de la façon dont ça allait être transcrit dans le décret d'application. Parce qu'une fois que vous dites qu'un médecin traitant pourra, alors déjà il faudra convaincre les médecins traitants, hein, et les médecins généralistes, c'est toute une question de formation, de formation initiale, de formation continue qu'il va falloir un peu booster. Mais le pari, c'est qu'ils vont y aller, ils vont rentrer dans ce dispositif. Une fois que le médecin traitant prescrit sur ordonnance de l'activité physique adaptée à la pathologie, il faut ensuite orienter vers des personnes qualifiées. Quelles peuvent être ces personnes qualifiées? Les professionnels de santé, les masseurs kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, qui sont une catégorie de professionnels de santé. Il y a ceux qui sont aussi sur le terrain, qui sont issus des filières STAPS, les enseignants APA, activité physique adaptée, aussi, qui sont une deuxième catégorie de professionnels. Et puis, il y a les bénévoles, formés dans les clubs, et où on a des tas d'exemples, notamment dans ce département. Par exemple, les coachs athlètes santé en athlétisme, il y en a en natation, il y en a la fédération de gym volontaire a été aussi une des fédérations moteurs
dans le sport santé bien-être, mais il y en a quasiment dans toutes les fédérations aujourd'hui, avec des diplômes fédéraux ou des diplômes d'État qui sont des bénévoles qui sont formés et qui peuvent accueillir des publics. La grande question, c'est en fonction des limitations fonctionnelles du patient, si elles sont très, très élevées, si elles sont modérées ou si elles sont, s'il n'y a quasiment pas de limite, la DGS a conçu un tableau très complexe où en fait on oriente le patient en fonction de ses limitations fonctionnelles. Et ce qui nous dérange dans le caractère un petit peu automatique de ce tableau, dans le décret d'application tel qu'il est rédigé pour le moment, on espère qu'il va être modifié, c'est qu'il privilégie les professionnels de santé. Et ma sœur kinésithérapeute, ergo, psycho. Et laisse une portion moins grande aux enseignants APA et aux bénévoles dans les clubs. Et ça, c'est un problème, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des équipes pluridisciplinaires sur lesquelles puissent s'appuyer les médecins traitants. Qu'ils orientent vers cette équipe, qu'ils aient un rôle de contrôle tout au long du parcours de soins du patient, mais qu'on retrouve la diversité de ces profils. Donc ça, c'est un enjeu très important qui est en cours là, vraiment de discussion, et sur lequel nous, on est en train, on vient d'écrire à la ministre, d'appuyer très fortement pour qu'on n'oublie pas ce côté pluridisciplinaire qu'on retrouve bien dans les réseaux des acteurs de terrain, sport, santé, bien-être, partout sur nos territoires. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les réseaux régionaux, dans beaucoup de régions. Ça marche très bien. Il y a une très bonne coordination entre les DRJSCS, les ARS, qui financent d'ailleurs des actions sur le terrain, avec les clubs, le mouvement sportif sur le terrain et les clubs qui déploient et qui peuvent accueillir ces patients aussi dans le cadre d'un parcours de soins. Et donc on ne veut pas détricoter cela. Donc c'est un des enjeux sur lequel on est en cours de discussion, une discussion un petit peu rude, parce que les professionnels de santé, bien évidemment, défendent leur précaré. Mais je pense que ce n'est pas une bonne bataille, parce qu'aujourd'hui, les dynamiques de terrain, comme je le disais tout à l'heure, elles ont été en avance par rapport à la loi que nous avons votée et par rapport au décret d'application qui va bientôt paraître. Et donc, il ne faudrait pas revenir sur les avancées qui ont été celles du terrain et des acteurs associatifs et des acteurs de santé sur le terrain qui ont été à la pointe de ce combat pour que le sport santé bien-être se déploie dans notre pays. Voilà ce que je voulais dire sur les 4 mesures législatives très rapidement d'introduction. Pour une introduction, c'est une belle introduction. Si je donnais la parole à la salle tout de suite, je ne doute pas un instant qu'il y aurait nombre de questionnements, mais on réservera ça peut-être après que le docteur Hupin ait donné la vision du corps médical sur cette évolution, pour ne pas dire révolution, au niveau de la santé. Bonsoir, alors moi pour me présenter, ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Hupin, je suis médecin du sport au CHU de Saint-Étienne. Donc j'interviens au sein du service de médecine du sport, où je suis amené à avoir en règle générale tous les sportifs de haut niveau du département qui sont amenés à avoir un bilan annuel obligatoire. Je travaille sur le plateau technique de médecine du sport qui est un plateau affilié au ministère. Je suis aussi amené à voir des sportifs lambda, comme vous et moi, qui ont une problématique liée au sport à un moment donné. Je travaille aussi en rééducation cardio-respiratoire, où là j'ai plus des patients, des gens qui ont des vraies pathologies, des gens qui ont eu un infarctus, qui ont été pontés, qui sont insuffisants respiratoires, à qui on va proposer une activité physique, parce que ça marche. En plus des médicaments, ça marche. On fait aussi des patients qui ont un cancer, donc on va réentraîner après de la chimio, de la radiothérapie, même au cours de ces traitements particuliers. Je suis aussi médecin de l'unité de myologie, donc là c'est pareil, là je vois des patients, des gens chez qui on suspecte une myopathie métabolique, notamment, et à qui on va proposer une exploration, aller voir si réellement la myopathie qui a été suspectée par le médecin traitant est bien là. Et puis, je suis aussi médecin correspondant auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports. En gros, il y a dans la région un médecin correspondant par département. Donc moi, je m'occupe du département de la Loire et plus récemment de la Haute-Loire. Et nous sommes amenés à travailler assez régulièrement sur la notion du sport santé, donc comment développer le sport santé
au sein du département. Alors je vous rassure, au niveau du département d'abord, on est très très en avance. J'étais encore à une réunion en début de semaine où on parlait des plateformes. Des départements limitrophes, c'est pas encore ça. Donc on a la chance d'avoir vraiment un département dynamique, et puis en plus un député dynamique qui est vraiment au sein de cette loi. Alors c'est pas pour être démago, hein, mais c'est vraiment agréable de bosser avec des gens compétents et avec lesquels on peut vraiment avancer dans le même sens. Donc voilà, alors cette loi, alors, elle a été attendue, je pense, par la plupart des médecins généralistes qui, tous les mois de septembre, à chaque rentrée, voyaient défiler un nombre énorme de demandes de licences. Alors, parfois abusives, parce que au début, ça a été les fédérations, ça a été pour la compétition, et rapidement, ça a été aussi pour les salles de sport. Hein. Maintenant, vous allez vous inscrire à une salle de sport, on vous demande un certificat médical parce qu'il y a un problème de responsabilité. C'est un peu tout. Et puis, ça a été aussi une demande des patients qui, à chaque rentrée, ne trouvaient pas de médecin pour signer leur licence. C'est un problème, a priori. Je suis aussi médecin départemental de la Fédération de gymnastique volontaire, et ça a été un souci au sein de la gymnastique volontaire où les médecins généralistes disaient aux patients, bah non, vous faites du loisir, de la gym, mais attendez, je ne vais pas vous faire un certificat médical pour aller faire de la gym. Donc il n'en est pas question. Et c'est des gens qui étaient obligés d'aller voir un autre médecin qui allait leur signer sur un coin de table ce certificat médical. Le problème du certificat médical, c'est pas un bout de papier qu'on va signer sur le coin de table, c'est vraiment une vraie visite dans laquelle est mise en avant la prévention. Alors la prévention, c'est très très mal considéré en France, parce que la prévention, il faut prendre du temps pour faire la prévention. La prévention, elle se fait pas en 5, en 10 minutes. La prévention, il faut faire du temps. Aujourd'hui, avec la consultation à 23 €, je comprends tout à fait les médecins généralistes qui disent que moi je veux bien faire de la prévention, mais à ce moment-là, il faut monter la cotation. Et donc cette prévention, est-ce qu'on la faisait de bonne qualité? Est-ce qu'elle était vraiment réellement faite lorsque vous aviez une affluence assez importante de gens qui venaient à chaque rentrée demander une licence sportive? Je pense pas. Alors, moi je suis un petit peu extérieur, c'est-à-dire que moi c'est vraiment ma compétence exclusive. Je vois que des gens qui ont un problème lié au sport. Moi je suis salarié de l'hôpital, si je passe 30 minutes, 1 heure avec un patient, je serais payé le même prix que si je passe 5 minutes. Donc c'est vrai que je n'ai pas ce même problème qu'un médecin libéral. Mais en tout cas, quand j'interroge les sportifs que je vois, c'est vrai que leur médecin généralement ne peut pas passer autant de temps que nous on peut passer avec eux. Et donc cette prévention elle était mal faite. Donc on peut se dire qu'en filtrant les demandes en amont, eh bien peut-être qu'on prendra un peu plus de temps pour faire de la prévention, chez les jeunes notamment, parce que ces demandes abusives pour l'EPS, pour la moindre option sport, parce qu'aujourd'hui dans chaque lycée ou dans chaque collège il y a toujours une option en plus de l'EPS, donc on voyait défiler tous les jeunes dans nos services ou nos cabinets, et là c'était compliqué de répondre à la demande de tous ces gens. Et puis comme le disait M. Joannico, c'est aussi le côté tarifaire a aussi été un frein pour ces familles. Imaginez des familles qui ont 5-6 enfants, et au mois de septembre, il faut aller voir le médecin pour aller signer le certificat médical. C'est un coût. C'est un coût parce que normalement c'était à la charge des familles. La plupart du temps, je ne vous cache pas que c'était pris en charge par la sécurité sociale, donc je pense que ça va aussi permettre peut-être de diminuer le trou de la sécurité sociale, parce que souvent le médecin généraliste disait que c'était la seule fois où il voyait son patient. Donc voilà, un jeune patient ou un ancien qui venait tous les ans faire signer son certificat médical, c'était la seule fois où le médecin voyait son patient. Et bien, moi je pense que c'était normal que ça passe sur la sécurité sociale, puisque ça lui permettait de faire le tour un petit peu de ce patient, les problèmes qu'il avait eu par rapport à l'année passée. Et donc le plus souvent, il ne faut pas se cacher, le certificat médical, c'était la sécurité sociale qui le prenait en charge. Donc voilà. Et puis, pour la prescription d'activité physique, puisque je pense en avoir fini avec le certificat médical, on verra après pour les questions. Pour la prescription d'activité physique, c'est vrai que c'est une belle avancée. Alors, on attend les décrets d'application évidemment. En ce moment, il y a une petite guéguerre entre kiné et APA.
c'est très bien que le député soit vraiment pour cette filière STAPS et ABA qui, je crois, a toute sa place dans cette prescription d'activité physique qui a été délaissée. Hein. Et puis, est-ce que c'est vraiment le travail d'un kiné que d'aller encadrer et réentraîner nos patients? Je ne crois pas. Donc je pense que c'est vraiment les éducateurs d'activité physique adaptée qui sont complètement formés hein, au sein de leur filière, ils sont formés à accueillir, à encadrer des gens qui ont des pathologies, des gens qui sont diabétiques, des gens qui sont en surpoids. Pour faire des cours chez les kinés, je ne pense pas qu'on aille aussi loin dans leur formation. Cette loi, avant que j'oublie, cette loi prescription d'activité physique, elle est pas mal, parce qu'en plus dans la loi, il y a une petite phrase qui dit qu'on va être obligé d'aller aussi former en amont les futurs médecins et les futurs paramédicaux, et ça c'est très bien. Et ça, à Saint-Étienne, on commence déjà depuis 2 ans. Je fais des cours en première année à faire 2 heures sur la prescription d'activité physique. Et c'est pas mal, parce qu'a priori, il y a des retours des gens qui ont entendu parler de la plateforme sport santé en première année. Alors c'est pas mal, parce qu'il y a quand même 1000 étudiants. Donc je pense qu'on va dans le bon sens. Attendons les décrets d'application, mais en tout cas, on a la chance d'avoir un département dynamique, où j'ai l'impression qu'on travaille tous dans le même sens. Une plateforme qui finalement commence à être connue, reconnue. Alors, avec Maud, on a quand même fait pas mal d'informations. On a été voir les médecins généralistes au sein de leur formation professionnelle, parce que c'est là qu'on peut les atteindre. On en a parlé pas mal dans le département, donc je pense que c'est vraiment bien. Voilà. Merci docteur. Bon, c'est toujours plaisant, c'est toujours agréable d'entendre de par ces invités que la Loire est dynamique et que ce qui a été créé est entre autres la plateforme. On a des très bons médecins du sport aussi. Il y a de très bons médecins du sport et que la plateforme qui a été mise en place grâce à différents partenariats, et je voudrais vraiment y associer l'ARS parce qu'elle est pour nous essentielle dans l'action et le développement de cette plateforme. Je suis heureux d'apprendre que, même si j'avais quelques échos, que le département de la Loire est précurseur. Ceci étant, on ne va pas s'amuser à faire d'autosatisfaction, on n'est pas là pour ça, et je crois que c'est votre réaction, vous dans la salle, votre réaction par rapport à ce que Régis Juénico et le docteur Lupin ont bien voulu nous dire sur ces évolutions du sport santé, du certificat médical, parce que moi personnellement j'ai quelques questionnements, quelques interrogations, mais je vous laisse le soin et la primeur de poser les questions. Si d'aventure elles doivent être posées, je les poserai derrière. Donc c'est à vous pour enrichir ce débat et faire qu'il évolue. C'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. On va passer à la deuxième alors. Bonjour, je fais partie de l'Office des sports de Saint-Just-Saint-Rambert et nous organisons chaque année une course qui s'appelle la montée de chambre, dernier dimanche, je fais la pub en même temps, dernier dimanche de l'année, 11 km, et on demande bien sûr un certificat médical, sauf pour les licenciés fédération d'athlétisme. Et vous avez précisé que le certificat, pour l'ensemble des pratiques sportives, le certificat, dans l'article 220, là, vous dites que le certificat délivré sera pour l'ensemble des pratiques sportives. Donc quelqu'un qui se présente pour s'inscrire, s'il a une licence de foot, avec la photocopie de sa licence de foot, on peut le faire courir. Non. Non, il faut quand même qu'il y ait la course à pied dans le certificat. En gros, dans le certificat, c'est mon patient ne présente aucune contre-indication à la pratique de la course à pied, virgule, du football, virgule, du rugby en compétition. Donc il faut qu'il y ait quand même la course à pied. Le certificat médical, il n'est pas généraliste alors. Non. Il faut que ce soit spécifié les différentes activités. Oui, il faut que ce soit spécifié les différentes activités sur le même certificat. Au début, on va avoir un certificat pour chaque activité.
activité sportive. Donc c'est-à-dire que celui qui faisait du rugby, du foot et de la course à pied, il doit avoir 3 certificats. Là aujourd'hui, on peut avoir qu'un certificat où on mentionne les trois. Oui, mais nous, en tant qu'organisateur de course, on ne voit pas ce certificat. On voit que la licence qui nous présente. Ah ouais, du moment qu'il a la licence, Ça veut il a dire. un certificat. C'est ambigu. C'est ambigu, si. C'est pas ce qui est écrit sur le document qu'on nous a donné. Dites-moi, c'est écrit, on l'a pas. Exemple, je suis licencié de la FFA et je participe à un semi-marathon. Oui. Alors ça, c'est quelqu'un de non licencié. Ah si, je suis licencié à la FFA et je participe à un semi-marathon, ouais. Et bien vous présentez votre licence compétition en cours de validité. Oui, mais la FFA, ça ne posait pas de problème pour nous. C'est la phrase que vous avez dit, un certificat pour l'ensemble des pratiques sportives. Oui. Eh ben, Un certificat où on détaille toutes les activités sportives. S'il y a l'activité sportive qui est dedans, c'est tout bon. oui, donc ça ne change rien. Il faudra qu'on réclame un certificat chaque année. Alors, redites-moi, vous pour des courses, Oui, les courses. mais vous parlez de licenciés ou des non licenciés. Quand on a des courses, Oui. on a tout. On a des licenciés. pour Et des ça. non licenciés. Alors, Les licenciés, on demande leur licence, ils sont affiliés. donc licenciés, ok, donc on a dit la licence, ça sera sûrement valable 3 ans. Les Et- non licenciés, il faudrait qu'on ait un certificat. Ah bah oui, tous les ans. Tous les ans. Ah, les non licenciés, c'est tous les ans. Et ça, je trouve que ça, c'est très bien. Ça, les non licenciés, c'est les gens qui ne voient pas beaucoup leur médecin. Ça, c'est très bien de garder l'obligation d'un certificat médical annuel pour les non licenciés qui veulent faire des courses de masse. Vous savez, tout ce qui est mort subite, tout ce qui est accident cardiaque, c'est pas les licenciés, hein, ça arrive. Hein. C'est vraiment le coureur du dimanche qui se dit tiens, je me suis motivé le week-end dernier, on va faire un marathon avec un copain. On n'a pas l'habitude de faire du sport, allez, on va voir le médecin, il va nous signer ça. Non, donc ça, c'est intéressant de garder cette obligation que le non-licencié, il aille voir tous les ans son médecin traitant pour qu'il lui signe son certificat médical. Donc ça, c'est tous les ans et ça, c'est très bien. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Julien. La nouveauté, le changement, c'est qu'avant le certificat, il n'était inscrit, par exemple, moi sur l'athlétisme, non contre-indication à la pratique en compétition Oui. d'athlétisme. Désormais, on pourra rajouter d'autres disciplines que l'athlétisme sur ce même certificat médical. Handball, etc. Donc ça sera valable pour plusieurs disciplines sportives. Avant, il fallait faire un certificat par... Non, les médecins avaient une espèce de grille où ils cochaient les... Ah si, si, ils cochaient. Non, généralement, c'est sur papier libre, donc... Non, c'est pas papier. Ah, ça dépend des médecins. Cette année, c'est les Ils certificats. c'est le médecin, ça. Oh là là, oh mon Dieu. Ils Ah bah. cochaient, foot, athlétisme, vélo. Ah ouais, mais Ils ça, cochaient. ça c'était pas valide normalement. C'est des certificats médicaux. Moi, mon médecin, c'est sur un papier libre, par exemple. Bon, à voir mon médecin. Mais moi aussi, quand j'étais plus jeune, la loi a changé. Moi, quand j'étais plus jeune, mon médecin me faisait un certificat pour tous les sports que je voulais faire. Ça, c'était plus valable, ça. Ça, on devait faire un certificat par sport. Donc, c'est sûrement un ancien médecin. Peut-être que les anciens médecins ont gardé... Je me suis occupé des inscriptions sur la montée de chambre l'an dernier. On a 1000 coureurs. Et sur 1000 coureurs, on avait 700 certificats médicaux qui étaient tous, comme on vient de le citer, avec des croix à cocher, compétition ou pas compétition. Ils avaient tous leurs documents comme ça. Faut pas... Oui, mais il y a juste la course à pied. On les voit. Et il n'y a pas que des vieux médecins. Non, non, des jeunes, j'ai des noms de jeunes médecins qui faisaient ça. Est-ce qu'il y avait des faux? Alors là, oui, il y a des faux. Oui, il y avait Il y a des gens qui changent aussi sur ordinateur, ils changent leur date parce que pour moi, Ouais, du coup, ça devrait peut-être moins arriver. On peut se dire que ça va peut-être moins arriver, toutes ces falsifications-là. Et là, c'est toujours dans le cadre de moins, pour eux, là, ceux qui, toutes les années, c'est des certificats de moins d'1 an. Oui, c'est ça. Pour les courses de mars non licenciées, ouais. Ça c'est très bien. Schmitt de l'OMS Saint-Galmier. Donc en clair, si j'ai bien compris la réponse faite à la question de madame, pour les non licenciés, il n'y a rien de changé. C'est un certificat de moins d'1 an qui indique, entre autres, l'épreuve pour laquelle on s'aligne. Est-ce que j'ai bien compris? Merci. L'objectif est, enfin, après, moi, c'est dans ma tête, hein, c'est vraiment d'orienter vers la prise de licence dans un club, parce que moi je pense que c'est toujours mieux
d'avoir une pratique sportive encadrée que extérieure. Bon. En même temps, il faut être réaliste. Vous voyez bien qu'il y a des phénomènes aujourd'hui de pratique libre qui font que, à tous les âges de la vie aujourd'hui, bon, certains préfèrent ne pas être dans un club, mais nous, on encourage plutôt cela, parce qu'on sait que c'est une pratique encadrée, c'est une pratique qui, du point de vue justement d'un certain nombre de risques par rapport à la qualité de l'encadrement, est meilleure pour celui qui va pratiquer ce sport. Voilà. Ça, je vais prêcher les convaincus. Là. Mais les courses hors stade, il y a énormément de non-licenciés. On le voit dans les inscriptions. Bonsoir. Je m'occupe d'une association de familles rurales sur Chamboff. Et nous avons ce que vous appelez le sport de loisirs. C'est-à-dire GV, Tai Chi, des choses comme ça. Est-ce que nous devons demander un certificat médical? Si ça fait une association. Oui, ça doit décider plus. On n'a pas de licence, si vous voulez. C'est pas des personnes licenciées. C'est une licence collective. Licence collective. Licence collective, oui, mais c'est... Les cours, la licence collective. C'est la présidente de la GV Loire, justement. Elle va bien répondre à votre question. Oui, c'est pas une licence individuelle, c'est une licence collective. Donc là, pour ça, le certificat médical sera valable 3 ans. C'est la fédération qui va le déterminer. Ouais, ça c'est la Fédé qui va le déterminer, comme le disait M. Jonico. Dans le cadre d'une licence loisir. Ouais, c'est ça. Ça pourra être 4 ans, 5 ans. Et pour ce qui est modern jazz, des choses comme ça, ce qui donne une licence, Tai Chi. C'est lié à une Fédé? Non, 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 c'est pas la pratique. Mais c'est la Fédé. On n'a pas répondu. Tout ça c'est lié à la gym volontaire? Oui, disons que c'est nous qui nous... Ah oui, si c'est lié à la gym volontaire, oui, c'est un certificat, une licence la première année, et puis après, normalement, tous les 3 ans, je pense que c'est ce qui passera à la gym volontaire. Et le certificat médical qu'on a demandé au mois de septembre, il sera valable sur 3 ans. Redites-moi. Le certificat médical qu'on a demandé au mois de septembre. Non, l'application de la loi, c'est... 30 juin. Non, mais ça veut dire très concrètement, attendez, ça veut dire très concrètement que l'an prochain, ceux qui auront eu un certificat médical non contre-indication à la pratique sportive à la rentrée 2016, septembre 2016, ça sera bon, ils n'auront pas besoin de renouveler à la rentrée 2017. Ça va démarrer, Ça va là jusqu'en 2019. Voilà, l'entrée en vigueur de la loi a juste été repoussée du 1er septembre au 30 juin, mais l'application, elle se fera donc... On démarre le cycle de 3 ans. À partir de 2007. Dans la saison. Sauf pour la limite d'âge à plus de 70 ans. On a une fédération de randonnée qui a fixé un certificat, qui a maintenu le certificat tous les ans, au-delà de 70 ans. C'est la fédération de randonnée qui a fixé cette limite. Alors, d'où viennent les textes, j'en sais pas. Ça, c'est, j'imagine, la commission médicale liée à cette fédération. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est la commission médicale qui a jugé qu'à partir de cet âge-là, c'était nécessaire. La randonnée, c'est pas dangereux, sauf quand on commence à être fatigué. Ça va vite, 70 ans. Si on reprend l'exemple de 2016, certificat médical, 2017, auto-questionnaire de santé, 2018, auto-questionnaire de santé, et 2019, de nouveau, certificat médical. Voilà comment ça va se passer. Bonjour, donc Laure, responsable d'un service des sports pour une communauté de communes. Donc même question pour les licences sportives par rapport aux collectivités. Donc on organise des activités sportives de loisirs pour les enfants. Doit-on demander un certificat médical en début d'année ou pas? On n'est pas rattaché à aucune fédération. Dans le cadre des temps d'activité périscolaire ou autres, extrascolaires, périscolaires. Non. Ils sont censés prendre des pas forcément rattachés à un centre de loisirs et autres, hein, en activité sportive.
Non. Ils Non, non. sont censés être en bonne santé, les gosses. C'est présumé apte. C'est comme à l'école. Même si on est en extrascolaire ou en péri, présumé apte du moment où ils sont scolarisés. Oui, oui, tout à fait. Même cas pour nos interventions avec les personnes vieillissantes, non rattachées à une fédération non plus. Ils ne sont pas dans un cadre fédéral, donc Pas de les licence. règles s'appliquent. Pas de... Ça s'applique pas. Oui, oui. Ok, merci. Les précautions du Si, ça pique. Code général. Ah ouais? Non, c'est le code général des collectivités locales. Hein, Si c'est un club, le code du sport. c'est différent. Là, les trucs sont faits. Oui, il n'y a pas des interventions dans les maisons de retraite, des choses comme ça. Oui, par exemple. Par exemple, Non, ça- Bah, à moins que vous ayez d'autres réponses, mais je ne crois pas. Pour moi, c'est tous les ans. C'est tous les ans. Parce que vous engagez là la responsabilité de l'association, de la structure. Mais là, c'est la commune, hein, c'est pas une... Les communes ne demandent pas de certificats médicaux. Non, non, non. Les collectivités ne sont pas soumises. C'est bien. Bonsoir, Emmanuel de l'Avant-Garde de Saint-Étienne. Voilà ma question, c'est moi en tant que présidente, on me demande un certificat médical. Est-ce qu'après on me demandera toujours à moi, le secrétaire et le trésorier? Alors je pratique pas du sport, hein, C'est une licence loisir. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que pour la Fédération française de foot, vous êtes au football? Oui. Mais en tant que présidente, je ne suis pas sur le terrain, donc on me demande quand même un certificat. Mais c'est une licence dirigeant. C'est une licence dirigeant. Oui, parce que je crois que justement la licence, elle comprend le certificat, comme je disais tout à l'heure. Oui, mais c'est tous les 3 ans. C'est une licence dirigeant. Oui. Bon, a priori, là, je pense que la Fédération française de football, elle devrait revoir un petit peu ses règles, parce que vous n'êtes pas en compétition, donc vous ne faites pas les matchs en tant que dirigeant. Vous êtes là pour encadrer. Je pense qu'il y aura peut-être une réflexion à avoir. Ce fera peut-être partie des discussions demain soir à l'Assemblée Générale des Districts de la Loire. Bonsoir, je suis Claire-Étienne, donc je suis responsable du service prévention à l'ARS dans la Loire. Moi je vais revenir sur le sport sur prescription, donc sur ordonnance. Je voulais savoir, monsieur Janico, si vous savez si c'est prescrit par un médecin en général, si c'est orienté après vers un kinésithérapeute, c'est financé par la sécurité sociale, enfin c'est pris en charge par la sécurité sociale. Mais est-ce que les textes prévoient quelque chose pour une prise en charge de l'APA faite par un éducateur physique adapté diplômé de STAPS ou d'une fédération? C'est la grande question qui est devant nous, hein, et sur laquelle je suis maintenant en train de me battre pour la suite. Effectivement, maintenant qu'on a montré sur le plan scientifique tous les bienfaits de l'activité physique et sportive, l'activité physique adaptée en particulier pour les malades atteints d'une pathologie chronique qu'on a décrit tout à l'heure, bien évidemment derrière on a démontré aussi que c'était une source d'économie fantastique pour la sécurité sociale. Et donc l'idée aujourd'hui c'est de convaincre justement le ministère de la Santé qu'il faut s'engager vers un remboursement progressif. Alors le problème, moi je ne dis pas des actes, parce que justement précisément ce ne sont pas, je ne souhaite pas que ce soit des actes qui soient remboursés, mais que ce soit un parcours de soins. On est en train, et avec une équipe pluridisciplinaire, et donc de ce point de vue-là, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Et la sécurité sociale ne souhaite pas mettre le petit doigt là-dedans. Mais je pense que dès qu'on aura montré sur le terrain que ça marche, qu'il y a des résultats, qu'on guérit plus vite, qu'on a moins de rechutes pour les personnes vieillissantes, qu'on a une guérison plus rapide, qu'on a des taux de récidive pour un certain nombre de cancers qui sont réduits de façon drastique grâce aux traitements complémentaires, non thérapeutiques, non médicamenteux, pardon,
il est évident que la sécurité sociale y viendra un jour ou l'autre. Moi, je leur ai dit, même symboliquement, faites le premier pas, dites qu'il y aura 1 euro de remboursé, qui obligera les complémentaires santé à y aller systématiquement. Aujourd'hui, les complémentaires santé sont en train d'y aller, les unes après les autres. Il y a eu des complémentaires santé précurseurs, j'ai cité la Maïf tout à l'heure, puisque ça c'est dans la garantie donnée aux sociétaires, 500 € sur 2 ans de prise en charge d'activité physique adaptée, donc ça c'est vraiment concret, hein, du coup, dans un parcours de soins. Et on est en train de travailler là maintenant, et là c'est tout le rôle des réseaux sport, santé, bien-être régionaux sur, moi ce que je pense être central, c'est la labellisation des structures qui accueilleraient les patients. Et c'est là où on pourrait, je pense, avoir quelque chose d'intéressant, où on dépasse un petit peu les frontières professionnels de santé, enseignants APA, bénévoles sportifs, mais qu'on travaille sur la labellisation des structures. Et une fois qu'on aura ça, le médecin traitant, il aura beaucoup plus de facilité à dire, ben voilà, je sais que dans telle structure, je peux orienter mon patient facilement. Mais on va y venir. Alors, le moyen détourné qu'on a trouvé pour le moment, et sur lequel je suis intervenu moi très, très récemment dans mon rapport budgétaire, c'est bien, vous savez qu'il y a des financements aujourd'hui conjoints entre les directions régionales jeunesse et sport et la cohésion sociale d'un côté et les ARS, ce qu'on appelle le FIR, Fonds d'intervention régionale, qui permettent de financer les acteurs de terrain. Je pense que c'est le cas ici pour PASS 42. Je ne sais pas si c'est tous les ans ou si c'est une convention pluriannuelle, mais on a ce moyen un petit peu détourné, au lieu de passer par l'acte remboursé de sécurité sociale, parce que là, bien évidemment, la Sécu, pour le moment, ils ont peur de se voir entraîner, parce que 10 millions de patients en ALD, c'est 30 milliards de dépenses. 30 milliards de dépenses de santé chaque année pour la prise en charge de ces patients. 30 milliards. Donc bien évidemment, ils calculent vite, ils se disent si on commence à mettre du remboursement, il y a un risque financier. Nous, on dit c'est le contraire. Et donc, il va falloir passer par des moyens détournés. Et un des moyens détournés qu'on a trouvé, c'est que les moyens financiers donnés à ces opérations, financées en région, ces opérations conjointes, santé-sport, soient bien augmentés. On est en train de travailler à cela. Là, actuellement, c'est 9 à 10 millions d'euros sur l'ensemble de la France, donc c'est très nettement insuffisant. Et j'espère qu'on va y arriver, mais c'est un des moyens, je pense, de soutenir les acteurs, notamment les acteurs associatifs, pour qu'ils puissent tout simplement rémunérer leurs intervenants. Oui, en fait, c'est moi qui viens le FIR du côté ARS dans la Loire sur le plan sport santé bien-être. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de financer toutes les fédérations. On finance une coordination, de la formation, on finance des relais sport santé bien-être via le réseau d'Édicas, mais ça, c'est plus dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient et vraiment de la prise en douceur, c'est presque de la rééducation qu'ils font, donc c'est pas encore ce que peuvent faire les clubs sportifs. Mais on n'a vraiment pas sur le FIR les moyens de financer toutes les fédés pour mettre en place des sections sport-santé pour pouvoir justement répondre à la prescription médicale qui va arriver bientôt, j'espère. Alors, de ce point de vue-là, comme ça permettra d'aborder mon point financier. Là, il y a 2 décisions très importantes qui vous concernent, qui ont été votées là, il y a quelques jours, dans le projet de loi de finances, à mon initiative, donc sur un amendement budgétaire. Vous savez que Paris, on va dire plus largement la France, est candidate aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La décision, c'est en septembre prochain, c'est septembre 2017 à Lima, donc on saura si Paris est retenu ou pas face à Los Angeles et Budapest, qui sont ces 2 concurrents. Et donc, vous savez, par exemple, à Doha, ce week-end, il y avait une présentation devant l'association des comités olympiques nationaux qui a eu lieu. Ça s'est bien passé pour Paris. Je pense qu'on a un dossier solide. Mais nous, on a souhaité que ce dossier de candidature, il ne soit pas simplement celui de Paris ou de l'Île-de-France, mais qu'il soit de l'ensemble des territoires, puis qu'on essaie d'avoir une adhésion la plus forte possible sur l'ensemble du pays. Et notamment pour cela, s'appuyer sur le mouvement sportif et le mouvement associatif. Vous savez qu'on a 15-16 millions de bénévoles dans le pays, 18 millions de licenciés sportifs, donc c'est un vivier considérable pour susciter l'adhésion à la candidature. Pour susciter une adhésion à une candidature, c'est pas évident, vous avez vu à Hambourg ce qui s'est passé, il y a un référendum qui a été perdu
par rapport à l'organisation des JO là-bas, 52%. Alors, en Italie, la nouvelle maire élue à Rome a planté la candidature de Rome. Donc, bien évidemment, on sait que l'opinion publique, elle est difficile à convaincre, même si, pour le moment, en France, ça se passe bien, on n'a pas d'opposition très forte. On est assez surpris, d'ailleurs, on pensait avoir des oppositions beaucoup plus fortes par rapport à l'organisation des jeux, les équipements, les infrastructures, ce que ça va coûter. Bon. Alors, pour cela, nous, on a dit, il faut qu'il y ait un retour immédiat au sport amateur, aux clubs et aux acteurs de terrain. Un retour immédiat, c'est-à-dire que l'héritage des JO, qui souvent est un héritage après la compétition, après, par exemple, ce qui s'est passé à Rio cet été, il y a combien, 2-3 semaines de compétition, plus les Paralympiques derrière. Et ensuite, il y a un héritage. Par exemple, ils ont démonté des arénas qui étaient conçues de façon modulaire sur le site de Para. Par exemple, là où il y a eu le handball et la finale perdue par les Français à Rio, ils l'ont démonté et ils sont allés construire des écoles avec dans les favelas. Donc ça, c'est un héritage, par exemple, des JO. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est l'héritage soit avant. C'est marrant, mais avant. Là, on est 7 ans avant 2024. Donc, on a créé un fonds qui s'appelle Fonds Héritage Sportif et Territorial au sein du CNDS, qui est le Centre National de Développement du Sport, qui finance les équipements et les clubs et les comités sur les territoires. Et le gouvernement proposait 10 millions d'euros en 2017. Et moi, j'ai fait voter un amendement en déplafonnant le prélèvement sur les paris sportifs qui ont une très très forte augmentation, en obtenant 10 millions supplémentaires. Donc on va récupérer 20 millions d'euros en 2017, pour la première année. Et ça sera fléché sur de l'accompagnement des clubs en termes d'emploi sportif qualifié, encore plus que ce qu'on fait actuellement, des équipements sportifs de proximité qui ne sont pas les plus chers, pas les équipements structurants qui sont maintenant financés par le CNDS, mais les petits équipements dans les quartiers, aux abords des écoles par exemple. Des initiatives qui sont les projets éducatifs passerelles entre les établissements scolaires et les clubs, et aussi un objectif qui nous tient à cœur, qui est le savoir nager, sur lequel on a beaucoup insisté dans notre rapport avec Pascal de Guilhem, de dire 100% du classe d'âge à l'entrée en 6e, c'est nager. Ce qui n'est pas le cas actuellement, on est plutôt à la moitié. Donc ça, c'est inacceptable. Donc, pour ça, il faut des piscines, il faut des équipements, il faut des créneaux, il faut des dispositifs comme J'apprends à nager, où pendant les vacances, hors temps scolaire, on amène les gamins à l'apprentissage. Et puis la dernière dimension que j'ai donnée pour ce fonds, c'est les initiatives sport, santé et bien-être sur les territoires. Donc on va avoir la possibilité, je l'espère, ça va être tranché au conseil d'administration du CNDS fin novembre, d'avoir une partie de ce fonds qui aille en plus des financements actuels, dont j'ai dit tout à l'heure, j'en conviens avec vous, qu'ils sont insuffisants si on veut monter en puissance. Ça c'est pour 2017, et puis on a dit, de toute façon, qu'on ait les jeux ou qu'on n'ait pas les jeux, il faut que notre ambition, elle demeure. Donc même si on n'a pas les jeux, on n'espère pas en septembre prochain, à partir de 2018 et jusqu'en 2024, nous allons avoir chaque année 25 millions d'euros supplémentaires, donc 180 millions d'euros sur la période, qui iront sur ce fonds héritage sportif et territorial de Paris 2024. Là, j'ai fait voter un amendement qui est la prolongation du prélèvement complémentaire sur les mises de jeux de loterie de la Française des Jeux. Donc chaque fois que vous grattez, vous faites un jeu de tirage pour la Française des Jeux, vous savez qu'il y a 1,8% qui va dans les caisses du CNDS, et il y a un 0,3% supplémentaire, complémentaire, qu'on a appelé, qui est un prélèvement, qui a servi à financer les stades de l'Euro 2016. Les stades de l'Euro 2016, ils sont construits, ils sont rénovés, c'est terminé. Ça se termine cette année. Donc, de 2018 à 2024, on aura 25 millions d'euros qui iront sur ce fonds. Donc voilà, donc ça c'est à mon avis intéressant, c'est concret, et c'est un retour vraiment vers le sport amateur et le sport pour tous. Ce qui manquait un petit peu quand même ces dernières années, on va dire, je me mets dans le paquet, hein, dans les politiques publiques sportives, dans notre pays, on a parfois un petit peu privilégié le sport de haut niveau, ou le sport professionnel, ça peut arriver aussi. Je pense qu'il fallait qu'il y ait un rééquilibrage et que les clubs directement puissent sentir directement cet héritage avec des encadrants, des emplois sportifs qualifiés qui viennent
en masse dans les clubs et qui permettent le développement et notamment la diversification des financements. Bonsoir, Annie André, je suis la secrétaire générale du comité de basket. Cette année, notre fédération avait intensifié, je dirais, les contrôles médicaux pour nos arbitres en demandant un dossier très complet, électrocardiogramme, etc. Je suppose que comme les autres sportifs, l'année prochaine, ils n'auront plus rien. Et ma question est, plutôt que d'espacer à 3 ans ces contrôles médicaux, n'aurait-on pas pu exiger des contrôles plus poussés et tous les ans? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour certains, pour beaucoup, c'est le seul moment où on voit le médecin traitant. C'est pas qu'une mesure de simplification qu'on a souhaité, c'est effectivement une mesure de qualitative, comme vous le dites, et donc on va travailler sur un suivi médical. On a demandé aux médecins en particulier de travailler sur un nouveau référentiel pour ces certificats médicaux, et on va améliorer du point de vue de la qualité ces certificats médicaux tous les 3 ans. Ce sera tous les 3 ans. Rien n'empêche les fédérations, comme vous le faites au basket par exemple, d'avoir un suivi médical plus poussé pour un certain nombre de vos catégories, arbitres ou dirigeants. Ou, mais pourquoi un arbitre? Rien n'empêche. Vous faites un électrocardiogramme, ça c'est pas prévu aujourd'hui hein, dans la visite médicale traditionnelle. Moi je souhaiterais qu'on ait un électrocardiogramme par exemple en médecine scolaire à l'entrée en 6e et à la sortie en 3e. Par rapport à la mort subite par exemple, du sportif. Parce que là, il a mais pourquoi pour un arbitre et pas pour un joueur? Mais ça c'est vous qui le décidez, vous l'avez décidé au basket. Oui, voilà. Mais... Moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, pour tous, on améliorera la qualité, puisqu'on aura un certificat médical qui sera, du point de vue du protocole, hein, moi je ne suis pas un spécialiste, hein, mais qui sera amélioré. On va aussi améliorer la qualité tous les 3 ans. Et vous pensez qu'une visite chez le médecin tous les 3 ans, ça suffit? Oui, alors, moi je ne suis pas un spécialiste. Voilà. J'avais beaucoup de médecins qui me disaient que c'était une simple formalité. Et j'avais un certain nombre de médecins qui me disaient, oui c'est vrai que c'est parfois la seule visite que j'ai par rapport à un certain nombre de populations pour détecter des pathologies graves aussi. Donc ça on l'a entendu, mais il faut qu'à un moment donné on tranche et qu'il y ait un compromis. Le compromis qu'on trouve c'est améliorer la qualité, espacer, et puis il y a l'auto-questionnaire. Mais David Dupin est plus spécialisé que moi là-dessus pour vous dire, parce que lui il est praticien, que ce qui est la réalité, quoi. Avec cet auto-questionnaire, on est quand même censé cibler les gens qui doivent être revus tous les ans par leur médecin traitant. Donc on verra avec ce questionnaire, mais on peut quand même penser qu'avec moins de certificats abusifs, le médecin traitant passera peut-être plus de temps à faire un vrai examen médical, à faire de la vraie prévention. Et avoir un intérêt un peu plus intéressant, enfin être plus intéressant pour le patient. Après tout sera à la charge des fédés, hein, comme il le disait M. Janico, la fédé de basket, après c'est eux qui vont réfléchir pour savoir est-ce qu'on maintient pour les dirigeants tous les 3 ans, est-ce qu'on rend obligatoire tel ou tel examen, électrocardiogramme, ça sera après à la charge des fédérations. Bon, ils ont décidé de s'aligner. D'accord. Mais quand même, nous les arbitres, on les voyait dans le service, notamment pour les électrocardiogrammes d'effort ou de repos, on prenait du temps avec eux. Hein. Oui, mais on les verrait plus. On les verra tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Sauf si coche un oui sur le questionnaire. C'est ça, sauf s'il y a une anomalie sur l'auto-questionnaire. Après, la plupart des plus de 35 ans, on leur faisait comme une épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, l'intérêt, c'est pas de la faire tous les ans, hein. C'est vraiment de la faire tous les 3 à 5 ans. Et dès lors qu'on a un doute, dès lors qu'on a une suspicion sur l'épreuve d'effort, on va un peu plus loin. Et généralement, ce un peu plus loin, on élimine vraiment quelque chose de